Et là-dessus, donc, on se dirige directement vers le point de presse du directeur national de la santé publique par intérim, Luc Boileau. Marie-France Reynaud, qui m'accompagne encore aujourd'hui pour ce point de presse. Alors, la situation, comme je le mentionnais, évolue bien. Elle n'est pas réglée. On a toujours des signes que la contagion se poursuit. Nous avons beaucoup de cas à tous les jours. Nous en sommes aujourd'hui à des indicateurs qui se profilent bien mieux que ce que c'était il y a quelques semaines encore. Donc, tout va dans le bon sens. Une baisse des hospitalisations, vous le voyez, une baisse d'utilisation des soins intensifs, une baisse des cas qu'on retrouve chez les travailleurs de la santé, une baisse également des cas qu'on retrouve dans les écoles, auprès des enfants, même les enseignants ou les gens qui travaillent dans ces milieux. Donc, globalement, la situation va mieux. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons exactement le même nombre de lits que nous avions au pic de la deuxième vague. Donc, c'est quelque chose qui reste important dans nos hôpitaux et pour laquelle il faut continuer à être vigilant et prudent. Alors, les données les plus récentes nous montrent d'ailleurs que la vague de Micron a été sans doute plus forte même qu'anticipée. On le mentionnait il y a 2 semaines. On annonçait qu'il y avait probablement au moins 2 millions de Québécois, sinon un peu plus, qui avaient eu contact avec la COVID. Les données d'aujourd'hui nous révèlent qu'on est probablement plus près du 3 millions que du 2 millions. En effet, il y a des études qui ont été faites depuis, des études sérologiques, des études également faites par des experts qui modélisent l'évolution de notre situation épidémiologique et on est en mesure de confirmer qu'on s'approche, sinon on atteint, le 3 millions de Québécois. Et on peut faire ça à partir justement des hospitalisations qui sont calculées à tous les jours, vous le savez bien, et qui nous permettent d'inférer sur le nombre de cas réels que nous avons dans notre communauté. Et c'est pas très étonnant avec les commentaires qu'on reçoit de la part des cliniciens, des gens dans les milieux, évidemment, d'expertise épidémiologique, et aussi des citoyens qui, lorsque vous regardez vous-même ceux qui ont été infectés autour de vous, vous-même, vous calculerez que c'est certainement au moins le tiers des Québécois qui se seront retrouvés avec cette maladie. Alors aujourd'hui, on aimerait mieux, ou plutôt on souhaiterait se concentrer sur la question des enfants au primaire et au secondaire, où est-ce qu'on observe aussi une diminution, comme je le mentionnais, de l'incidence de l'infection au quotidien. Alors, nos données hospitalières sont toujours rassurantes. Il n'y a pas beaucoup de cas chez les enfants qui se retrouvent à l'hôpital, donc c'est très rassurant, en effet, particulièrement chez nos adolescents qui sont très bien vaccinés. Et on continue la vaccination auprès des enfants d'âge primaire. Et comme vous le savez, nous n'avons pas de vaccination à ce jour, bien sûr, pour les enfants plus jeunes. Donc, nous n'en sommes pas là du tout. Alors, d'ailleurs, en ce qui concerne l'infection chez les enfants, on a des données nouvelles qui ont été pilotées par le docteur Caroline Quach, en compagnie de d'autres chercheurs et médecins et spécialistes émérites, donc docteur Christian Renaud, les docteurs Vallière, Desforges, qui nous ont donné des résultats des plus intéressants au cours de la fin de semaine. C'est une étude qu'on avait demandée avec leur forte contribution scientifique et qui nous permettent de voir qu'il y a probablement 35-40%, en fait plus encore, d'enfants qui auraient été en contact avec la COVID-19 au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ça ne nous permet pas d'être parfaitement précis sur combien ils l'auront eu durant les dernières semaines avec le Micron, mais ça nous révèle suffisamment d'informations pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'infections et en toute vraisemblance beaucoup avec le Micron récemment. Et que ces données-là nous montrent qu'il y a une progression. On n'est pas capable de confirmer avec les modèles très sécures qu'on veut utiliser là, sur le plan des données, des processus méthodologiques, qu'il y a une forte augmentation depuis quelques semaines, mais en toute vraisemblance, on s'attendrait à ce que ce soit surtout de l'Omicron. Et ce qui nous permet de dire que ça varie aussi d'un groupe d'enfants à l'autre, les moins de 6 mois, les 4 à 10 ou 11 ans, les 12 ans et plus. Alors, vous pouvez retrouver tout cela sur le site de l'hôpital Sainte-Justine. C'est bien expliqué et on voit quand même qu'il y a certainement eu une présence très forte de l'Omicron dans la communauté des enfants et donc de leurs parents. Alors, toutes ces données-là nous montrent que le milieu scolaire
a été actif. Bien sûr, les enfants pour apprendre des choses à l'école, mais pas nécessairement pour transmettre le virus d'un à l'autre. Ça reflète plus ce qui se passe dans la communauté que ce qui se passe à l'école. Alors, comme vous l'avez constaté, depuis un certain nombre de semaines, on a amorcé un retour à la normale globalement, et en particulier pour les enfants, en permettant bien sûr le retour à l'école, les activités parascolaires, les activités sportives pour les enfants en milieu civil. Et aujourd'hui, ou plutôt hier, le gouvernement a, en suivi de notre recommandation qu'on a formulée lundi, a annoncé le retrait de l'obligation du port de masque pour les classes du primaire et du secondaire lorsque les enfants sont assis dans la classe. Donc, bien sûr, ce n'est pas pour l'ensemble du paysage scolaire. Ils vont continuer à porter le masque lorsqu'ils se déplacent dans les corridors, lorsqu'ils vont à leurs activités physiques, lorsqu'ils font des activités parascolaires ou même sportives, là, on l'a bien établi et recommandé. Mais quand ils sont assis dans la classe, on pense que ce ne sera plus nécessaire de le porter à compter du 7 mars prochain. Donc, un bon nombre d'entre eux quitteront dans quelques jours pour une vacance scolaire. Et dès leur retour, le 7, ils pourront ne pas utiliser le masque lorsqu'ils seront dans la classe. Et pour un autre nombre, ils quitteront le 4 mars, c'est-à-dire il y a 2 semaines de congé scolaire. Et quand ils reviendront, bien sûr, ils ne le porteront pas. Ils vont revenir à ce moment-là le 14 mars. Alors, on s'est permis de proposer ça parce que l'évolution de la 5e vague va dans le bon sens, vous l'avez vu. Nous sommes assez assurés aussi que le milieu scolaire se porte bien. Vous avez entendu les données au niveau des hospitalisations, qu'on n'est pas très inquiet de ce côté-là. C'est possible qu'il y ait toujours des cas. C'est non seulement possible, c'est évident qu'il y a toujours des cas. Mais nous croyons que la situation nous permet d'aller plus loin pour la question du port du masque chez les enfants, puisque nous avons eu l'opportunité de consulter de nombreux spécialistes, les pédiatres, les orthophonistes, les audiologistes, les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, également les conseillers en orientation. Alors, on a fait le tour là, de toutes ces personnes-là et on a également rencontré les représentants des parents et bien sûr du ministère concerné pour faire part de notre recommandation de retirer le masque et d'y voir là un avantage, bien sûr, pour les enfants, et également certains risques. Ces risques-là sont calculés. Nous les connaissons, un risque d'infection qui peut être un peu plus augmenté, mais nous croyons vraiment qu'il y a plus de bénéfices à ce stade-ci de retirer le masque. Et des bénéfices qui vont dans le sens de faciliter la vie scolaire des enfants, leur socialisation, leurs apprentissages. Et pour un bon nombre, ils ont des difficultés de langage et bien sûr, porter le masque n'est pas un atout. Alors, si on pouvait commencer à retirer le masque, c'était la clientèle qu'on visait au premier plan. Et là-dessus, le leadership du Dr Hainaut est à souligner pour aller chercher tous les avis scientifiques qui corroborent cette disposition-là. Alors, comme je vous le dis, c'est un risque qui est calculé, qui est maîtrisé, puis qui va dans le sens de la protection de nos enfants, comme nous souhaitons l'avoir sur tous les volets de leur développement et, comme je le mentionnais, de leur socialisation. Alors, le port du masque demeure très efficace. Il a été et il est toujours très efficace, mais les élèves devront, comme on le mentionnait, continuer de le porter lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils prennent le transport scolaire également. Alors, on suit la situation de très près. On va continuer à la suivre, bien sûr, dans ce milieu-là. Et s'il y a d'autres assouplissements qui peuvent s'ajouter au cours des prochaines semaines, alors on va certainement les recommander. Et donc, c'est à suivre. D'ailleurs, la situation, comme je le mentionnais, évolue bien. Aujourd'hui, on a les données les plus récentes de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui projette encore une continuation des diminutions de nouveaux patients et de l'utilisation des lits. Ce n'est pas quelque chose qui est réglé, on l'a mentionné. Ça va continuer pendant encore de nombreuses semaines. On a eu l'occasion également de rencontrer les experts en modélisation et les gens de l'Institut national de santé publique et des données seront rendues disponibles au cours des prochaines journées à cet effet. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été infectées, mais qu'il est vraisemblable de croire que la vague n'est pas terminée, qu'on va continuer à aller soit sur une pente descendante ou sur de légères augmentations. En fait, ça pourrait être aussi plus grave. Là, ça dépend du comportement de chacun. Donc, pour cela, il faut rester vigilant, y aller graduellement, y aller prudemment,
que les personnes qui n'ont pas encore bénéficié de leur dose de rappel y aillent la chercher. Même si on a des bons taux de vaccination chez les personnes plus à risque de 60 ans, tout le monde pourrait en bénéficier parce que personne ne veut vraiment faire cette maladie-là et se retrouver avec des problèmes plus lourds et encore aussi la COVID longue. Alors, il y a une question d'étapisme. On est rendu là aujourd'hui et on est bien heureux d'y être justement. Alors, on est prêt à répondre à vos questions et espérer que le paysage va continuer à bien aller. Merci. Merci beaucoup, Dr. Boileau. Nous allons passer maintenant à la période de questions en français avec les médias dans la salle. Merci de vous approcher au micro et de vous nommer. Bonjour, Jean-Louis Bordelot du Devoir. Je veux vous questionner un peu, M. Boileau, sur le retrait du masque dans les écoles. Est-ce que ça va être juste les enfants ou les enseignants aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de propagation du virus durant la semaine de relâche? Oui, bien, regardez, c'est un risque qui n'est pas bien calculé. Il y a effectivement un potentiel de contagion pour les enfants entre eux plus grands dans la classe lorsqu'ils ne portent pas de masque. Mais jusqu'à maintenant, il y a d'abord beaucoup d'enfants au niveau secondaire à tout le moins qui sont vaccinés, énormément vaccinés. Les données d'ailleurs de l'équipe du Dr Caroline Quach nous montrent que c'est à peu près 97-98% qui ont une immunité capable de confronter une infection virale. Et pour les autres, ben, ce n'est pas nécessairement une route d'une maladie grave. Pour les plus jeunes enfants, on en a 43% là, aux primaires qui auraient été en contact déjà avec le virus, sans compter ceux qui sont déjà vaccinés. Donc, c'est un calcul qui est fait, qui nous permet d'être confiants qu'il n'y aura pas d'augmentation brutale et très forte du niveau de contagion, mais on va suivre la situation. Le congé scolaire est une période qui a été à haut risque il y a 2 ans. Là, on se souvient tous, quand on a commencé la première vague, de l'effet du retour de la relâche scolaire. Pour les adultes, hein, pas juste pour les enfants. Et on est conscient qu'au retour, il pourrait y avoir eu plus de contagion pendant cette semaine-là, mais nous calculons tout ça. Et je vous rappelle aussi qu'à la consultation des experts que nous avons eus, ils nous invitent à ne pas faire ça du jour au lendemain, à avoir une période tampon pour les enfants qui vont leur permettre de changer cette habitude-là et profiter du congé scolaire est une bonne chose. En plus que le congé scolaire va se présenter pour une partie des Québécois un peu plus tard, donc la semaine prochaine plutôt que cette semaine. Et dans les régions, justement, où c'est pour une partie, bien, la vague est un petit peu retardée d'une semaine, donc on a tout tenu en compte ces éléments-là. Maintenant, pour les professeurs, nous n'invitons pas les professeurs à ce stade-ci à retirer le masque. Toutefois, comme vous le savez, les professeurs peuvent enseigner sans le masque lorsqu'ils sont à distanciation de leurs élèves, à 2 mètres. Et plusieurs le font, et tant mieux, parce que l'expression du visage est quelque chose d'important pour les enfants dans l'apprentissage et mieux comprendre les mots, entendre ce qui se dit. Donc, on est rassuré de ce côté-là. On apprenait aussi ce matin que le port du masque ne sera plus recommandé sur les lieux de travail. Est-ce qu'on peut envisager une fin du masque partout à court ou moyen terme? On y pense sérieusement. Je pourrais laisser ma collègue, Dr Reynaud, répondre d'une façon plus spécifique à la question. Oui, on travaille actuellement un plan de désescalade de port du masque. Alors, la première étape, ben, vous la voyez, là, qui est annoncée pour le 7 mars pour les enfants, parce que pour les enfants, il y avait plus d'impact au port du masque. Et ensuite, on ira là, selon le niveau de risque. Et le niveau de risque est moindre quand les gens sont assis, ne se déplacent pas et quand ils ne parlent pas ou peu. Donc, dans les endroits où les gens sont assis, comme dans les salles de spectacle, les salles de réunion, où ils parlent peu, à ce moment-là, ça pourrait être une étape subséquente. Pour ce qui est des lieux publics, ça viendrait dans une autre étape, de même que les transports en commun, là, où on peut s'attendre que ce soit vraiment le dernier endroit où le masque sera enlevé. Merci beaucoup. Prochaine question dans la salle? Non? Alors, oui. Oui, allez-y.
Bonjour, Clara Descournins de la presse canadienne. Là, bon, aujourd'hui, on est quand même positif, on est optimiste, ça baisse tranquillement. Par exemple, c'est pas la première vague qui finit alors qu'il y a une autre qui s'en vient. Fait que je voulais savoir, est-ce que vous avez des plans de, justement, faire des plans publics de qu'est-ce que ça va prendre pour ramener les mesures si une autre vague s'en vient? Bien sûr, on a une expérience qui commence à être riche là, au Québec sur ces différentes vagues-là. On n'est pas le seul endroit au monde, mais cette expérience-là nous permet de dire qu'on ne peut pas être sûr à 100% de la suite des choses. Il peut y avoir d'abord un autre variant. Il y en a d'autres d'ailleurs qui se profilent, mais nous sommes assez confiants que l'actuelle vague pourrait continuer à bien aller. Puis si vous nous permettez, on va regarder plus attentivement ce qui peut se passer dans un futur proche, certains diront, ou éloigné de quelques semaines, quelques mois. Espérons que ça va être le plus loin possible avant qu'il y ait une reprise d'activité de l'Omicron ou de d'autres variantes. Mais on se prépare à ça et on est très vigilant pour regarder ça avec les meilleures données scientifiques et la meilleure façon d'aborder ça aussi sur le plan sociétal. Parfait, mais est-ce que les Québécois pourraient avoir, par exemple, une idée à l'avance, mettons, comme une liste de paramètres qui déclencherait une hausse des mesures pour savoir, en fait, à l'avance si c'est quelque chose qui risque de remonter tout seul? Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec le micron. Non, mais ça s'inscrit bien dans la conversation. Mais le point, c'est que oui, on travaille là-dessus. Puis on travaille là-dessus pas juste pour l'ensemble des Québécois, mais pour l'ensemble des morceaux de la société qui doivent anticiper ou en tout cas mieux réagir ou d'une façon plus progressive s'il y a lieu ou très rapide s'il y a lieu, advenant des situations qui pourraient l'exiger. L'Omicron est arrivé en toute surprise. Il y a des gens qui vont dire on pouvait anticiper que quelque chose comme ça arriverait. Oui, puis aujourd'hui, on le sait aussi qu'il peut y avoir un autre nouveau variant avec des caractéristiques qu'on ne connaît pas, là. Mais il faut savoir comment gagner en agilité pour prendre les actions les plus justes, les plus raisonnables, les plus acceptables aussi pour pallier à ça. L'Omicron nous a surtout frappé sur le système de santé. Malheureusement aussi, il y a des gens qui ont été très malades et d'autres qui en sont décédés. Donc, il faut éviter ça. Mais les armes les plus utiles en ce moment, et de loin, c'est la vaccination et les mesures de base, distanciation, lavage des mains et utilisation du masque. Donc, on a déjà de très bonnes armes de ce côté-là, mais la vaccination, très importante. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre en virtuel maintenant en français toujours. Donc, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, vous disiez, Dr Boileau, tantôt 3 millions depuis 3 mois. Est-ce qu'on approche de la fameuse immunité collective? On s'approche d'une immunité, évidemment, qui croît avec la contagion de l'Omicron et aussi de la vaccination chez les gens qui veulent bien en bénéficier. Et c'est la majorité des Québécois, la grande majorité, et tant mieux. Est-ce qu'on arrive à une situation où est-ce qu'il y a une immunité collective dans les prochaines journées ou semaines? Non. Le virus continue à circuler. Il va pouvoir continuer à circuler puisque l'immunité acquise par la vaccination, tout comme par l'infection de l'Omicron, n'empêche pas le virus de circuler. Et donc, il ne s'empêche pas de continuer à circuler. Les gens ne sont pas immuns à pouvoir reprendre le virus, mais de là à faire une nouvelle infection, une infection qui est cliniquement significative, certainement pas s'ils sont bien vaccinés ou s'ils ont malheureusement ou heureusement pour certains eu l'infection. Mais on n'est pas près de ça. Et de toute façon, cette immunité-là, ce que nous savons maintenant avec les coronavirus, c'est qu'elle diminue avec le temps. Donc, c'est pas parce qu'on aurait eu 100% de la population immunisée ou infectée que ça va perdurer dans le temps. Alors, on ne connaît pas les autres qui peuvent arriver, les autres variants, mais chose certaine, c'est que c'est bon d'avoir cette immunité puisqu'elle sert de base pour se confronter aux autres étapes qui pourraient suivre dans l'évolution du SRAS-COVID-19. En seconde? Oui, justement, sur la vaccination, corrigez-moi si j'ai mal saisi, mais là, cette semaine, vous recommandiez la vaccination des 12-17 ans, seulement ceux qui sont vulnérables, qu'on n'aurait plus besoin. Une troisième dose pour les adolescents, ce n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que c'est ça?
Oui, ce qu'on a fait la semaine passée en image avec les recommandations du CIQ, le Comité d'immunisation du Québec, nous proposait, c'est qu'on a bien sûr suggéré aux enfants qui ont des maladies particulières et qui ont des immunosuppressions de profiter d'une dose de rappel. Ça va de soi pour nous. Et pour ceux qui n'ont pas ce profil-là, bien, si les parents ou eux-mêmes souhaitent profiter de l'immunité qui est donnée supplémentaire par une dose de rappel, ils peuvent y aller. Il y a des situations qui le commandent, par exemple des enfants qui ont des parents qui sont plus préoccupés parce qu'ils ont des maladies eux aussi. Alors, c'est pas une mauvaise chose à ce moment-là d'aller chercher la vaccination des parents ou des grands-parents. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent chercher cette troisième dose-là, et tant mieux. Mais ce n'est pas une recommandation ni une obligation, ça va de soi. C'est pas une recommandation ferme, mais c'est un choix qui peut être fait par les parents et les enfants. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt de TVA. Bonjour à vous. Poursuivons sur la vaccination, si vous voulez bien, Dr. Boileau. La troisième dose, c'est assez souple. Il y a seulement 50% de la population globale qui a, et le groupe qui est le moins vacciné, les 60 ans et plus, ça va, c'est le 19-35 ans. Avez-vous une inquiétude du fait que les gens retardent d'aller se vacciner, compte tenu que vous dites qu'on est au pic à peu près au niveau de la deuxième vague? S'il y a un nouveau variant qui arrive et que la population n'est pas vaccinée, c'est quoi l'impact que ça risque d'avoir? Bien, en fait, c'est sûr qu'on souhaiterait que les gens tirent tous les avantages de ces doses de rappel. Tous les services sont disponibles pour les offrir et, pardon, et ça va de soi qu'on est très heureux que les personnes de plus de 60 ans aient tiré bénéfice beaucoup de cette dose de rappel. Donc, on a déjà 84-85% entre 60 et 70 ans et on est à tout fin utile à 90% en haut de 70 ans. Donc, ça, on est très content de ça parce que ces gens-là ont plus de risques de développer une maladie grave et de les amener à l'hôpital, même aux soins intensifs ou pire encore. Mais on a des cas à toutes les journées, à toutes les semaines, des gens qui sont plus jeunes, même des fois très jeunes, malheureusement, la plupart du temps non vaccinés, qui se ramassent à l'hôpital et aux soins intensifs et certains malheureusement, vont en décéder. Alors, évidemment, on suggère aux gens de tirer tous les avantages de la vaccination. Est-ce que ça nous prépare à une autre vague? Oui, et en même temps, nous ne croyons pas qu'il va y avoir une autre vague immédiatement. Alors, si les gens veulent attendre, d'abord pour ceux qui ont fait l'infection, et de profiter de cette vaccination-là pour dans 8 semaines au moins ou 3 mois, qu'ils le fassent. Mais notre suggestion d'aller chercher, notre recommandation plutôt, d'aller chercher l'immunité par la vaccination tient toujours et on le recommande fortement. Il y aura un paysage qui sera évolutif au Québec ou sur la planète Terre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est certainement un encouragement qu'on maintient, qu'on suggère pour tous les adultes au Québec. En seconde. L'espoir se crée lorsqu'on voit qu'est-ce qui s'en vient. Là, vous nous avez parlé du retrait du masque. Est-ce qu'on peut avoir un horizon? C'est fin mars, c'est avril, selon vos projections, parce que vous nous dites, on le sait, dès la semaine prochaine, on pourra enlever le travail si on ne bouge pas trop. Mais dans la population en général, votre recommandation, vous croyez que le masque disparaît quand? Là? On travaille là-dessus. Je peux inviter ma collègue, docteur Reynaud, excusez-moi, docteur Reynaud, à compléter la réponse, mais on travaille là-dessus. On n'a pas de calendrier arrêté là, pour le moment parce que on veut se donner une petite chance d'observer les impacts de nos assouplissements. On sait que d'ici le 14 mars, là, ça succède rapidement, nos assouplissements. Donc, on veut doser les impacts sur les hospitalisations. Si tout se passe bien, puis on a des modélisations qui nous montrent que, malheureusement, ça pourrait se passer extrêmement rapidement, mais ça pourrait prendre quelques semaines de plus. Alors, on ajustera le calendrier de retrait des masques en fonction de la capacité hospitalière. C'est pas impossible que ça aille très rapidement, mais on veut, par prudence, regarder ce qui se passe dans nos hôpitaux avant de procéder là, à une annonce de calendrier ferme. Merci. Il faut rester prudent et le masque est très efficace.
Et avec la levée des mesures actuelles, comme Dr Hainaut vient de le dire, il faut rester prudent, utiliser le masque comme on le recommande, parce que ce n'est pas terminé. La vague n'est pas terminée et il ne faut pas qu'on lâche tout d'un seul coup. C'est trop important. Merci. Oui, Dr Hainaut. J'aimerais ajouter qu'on essaie aussi là, que les gens acquièrent, comme nous-mêmes, là, de bonnes habitudes d'étiquette respiratoire, de politesse, là, comme ça se fait dans d'autres sociétés, où quand on a des symptômes respiratoires, bien, on met un masque quand on sort. Et on voudrait que cette acquisition de bonnes manières respiratoires se fasse aussi là, pendant le déconfinement. On s'est tous vantés, moi la première, là, d'aller travailler malade avec de la fièvre. Là, bien, j'espère qu'on va changer ces habitudes-là, puis qu'on aura appris qu'on peut prévenir la transmission, puis protéger notre milieu là, en restant à la maison, puis en portant un masque quand on sort. Merci beaucoup. Prochaine question, Simon Bourassa, de nouveau. Oui, bonjour. Dr Boileau, êtes-vous en mesure de nous faire une petite mise à jour là, sur la circulation du variant BA2? Oui, nous avons... En fait, c'est assez compliqué, la circulation du variant BA2, puisque les technologies pour aller l'identifier, même si elles sont connues, sont complexes. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement quelques pourcents de personnes qui, au Québec, ont le BA2. Donc, ils s'installent. À quelle vitesse progresse-t-il? Nous n'avons pas un indice d'une croissance très rapide. Par contre, les prochaines semaines vont nous montrer progressivement, ce ne sera pas à chaque jour, mais à chaque semaine, on va suivre ça. On est probablement actuellement en bas de 5 % de BA2. Nous avions des façons de l'identifier qui nous laissaient croire qu'on en avait plus que ça. Mais lorsqu'on pousse encore plus loin, comme les autres provinces du Canada font la même chose que nous, on réalise qu'il est présent, mais que son augmentation n'est pas exponentielle en ce moment. C'est un sujet qui nous préoccupe puisque le BA2 reste jusqu'à maintenant documenté comme plus contagieux, pas nécessairement plus virulent ou plus mortel, mais plus contagieux. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à être prudent, à utiliser le masque et à faire en sorte que nous profitions de la vaccination. En sous-question? Oui. Est-ce que l'idée voulant que de contracter le virus après avoir reçu 2 doses de vaccin pour faire une meilleure immunité que la 3e dose en tant que telle peut expliquer le fait qu'il y a une tranche d'âge là, qui est plus frileuse à aller chercher sa 3e dose? Bien, écoutez, si les gens disent j'aime autant trouver une façon d'être infecté plutôt que d'aller chercher la 3e dose, c'est une façon de voir, mais c'est une façon qui présente pas mal plus de risques. Parce que faire une COVID, là, c'est pas nécessairement toujours une petite maladie. Ça peut être grave, ça peut nous amener à l'hôpital, aux soins intensifs, ça peut nous tuer. Puis ça peut aussi générer des conséquences à long terme ou longtemps. COVID longue, c'est pas pour rien qu'on dit longue, c'est lourd, c'est difficile. Donc, s'il y en a qui font ce choix-là, c'est le leur, mais nous, on continue à recommander d'aller chercher tout le bénéfice de la vaccination. Pour ceux ou celles qui ont déjà contracté le Omicron et ils ne sont pas uniques, on a parlé tantôt d'à peu près 3 millions de personnes, bien, il n'est pas nécessaire d'aller chercher leur vaccination immédiatement, comme c'est connu. Ils peuvent attendre quelques 8 semaines, 12 semaines pour en profiter, mais qu'ils en profitent. Merci. Prochaine question, Henri Ouellette-Vézina de La Presse. Oui, bonjour à vous deux. Monsieur Boileau, peut-être juste revenir sur les données que vous avez données tantôt, là, entre 35 à 40 % des enfants là, qui ont déjà été en contact avec la COVID-19 dans les dernières semaines. À quel point cette donnée-là, vous direz, vous conforte ou vous rassure dans le fait que le retrait du port du masque va se faire de manière adéquate? En fait, ce sont des données importantes qui viennent nous confirmer qu'il y a eu beaucoup de circulation de l'Omicron chez les enfants. Ces données-là varient d'un groupe d'âge et puis ça ne nous surprend pas parce que les enfants qui étaient du côté secondaire étaient en grande partie vaccinés. Donc, le fait d'avoir certains types d'anticorps, on appelle ça des immunoglobulines, d'avoir un certain type d'anticorps qui est moindre que ce qu'on va retrouver chez les enfants de 5 à 11 ans, ça ne nous surprend pas
Mais donc, pour nous, l'indice qui est important, c'est celui du 5 à 11 ans. Là. Les autres le sont aussi, là, mais là, on parle de 43 qui auraient eu un contact avec le virus SARS-CoV-19 dans les nombreux derniers mois. Là, ça peut aller jusqu'à 1 an, mais surtout, sans doute, en toute vraisemblance, plus la phase d'Omicron qu'avant. Alors ça, c'est un gros chiffre et il est jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça a continué du 1er février jusqu'à aujourd'hui et ça va continuer. Donc, on le sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été infectés déjà. Alors, à votre question, oui, c'est une donnée importante pour justement estimer le risque de contagion chez les enfants en milieu scolaire, même s'il reste encore des enfants vulnérables et des familles vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'on n'enlève que dans la classe et on ne l'enlève pas dans toutes les autres activités. Et dans la classe, on est assis, on ne se promène pas. Si on est appelé à se promener, on porte le masque et avec ça, on sécurise une bonne partie de la transmission. Mais le masque a été très efficace dans la classe. Les données nous le montrent. Regardez l'évolution, où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais on est rendu à une étape où le bénéfice commence à être moins bon que les risques qui sont associés. C'est ce que nous parlions pour les enfants qui ont de la difficulté d'apprentissage, les troubles de langage, etc. Il ne faut pas négliger ça. En sous-question? Oui, merci. En sous-question, peut-être juste revenir sur votre déclaration à l'effet que vous ne croyez pas qu'il y aura une autre vague immédiatement. Cette vague-là, elle viendrait quand? Est-ce qu'elle viendrait à l'automne ou des choses comme ça? Et quand on y sera rendu, et si on s'y rend à cette autre vague-là, à quel point l'effort de vaccination va devoir s'adapter ou repartir assez rapidement? Nous ne croyons pas qu'il y ait, avec l'Omicron actuellement, une nouvelle vague. Il y a un risque avec le BA2, il y a un risque, mais nous ne croyons pas qu'il va se matérialiser puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont connu l'infection et d'autres qui sont très bien immunisées. Et l'immunité actuellement est aussi bonne pour le BA2 que pour le BA1, peut-être même meilleure. Mais donc, on a des données qui sont de ce côté-là rassurantes. En même temps, on ne sait pas ce que le paysage va nous donner, là, le futur. Comme je le disais, là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un astéroïde avec un nouveau nom grec qui nous tombe dessus sur la planète, là, pas juste au Québec. C'est ce qui est arrivé avec l'Omicron. Ça, on ne le sait pas. Personne ne sait ça. Tous les radars sont là-dessus toujours pour essayer de voir arriver et de pouvoir nous permettre d'agir rapidement. Maintenant, si l'Omicron continue à être présent, ou même le BA2, comment va-t-il se profiler au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Nous avons espoir, avec l'immunité acquise par l'immunisation ou même par l'infection pour certains qui ont été infectés, pour plusieurs qui ont été infectés, que ça devrait durer quand même de nombreuses semaines, plusieurs mois. Et il est possible donc, au terme de l'évolution de l'année, que ce soit à la fin de l'été ou plus tard à l'automne ou l'hiver prochain, que nous ayons une recrudescence des cas. Mais on saura s'y préparer comme il faut et proposer les bonnes mesures à ce moment-là, et en particulier la vaccination et bien sûr les mesures toujours de mise, là, la distanciation, le masque, et on verra. Prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir à l'estimation que vous avez évoquée plus tôt là, de 3 millions de personnes infectées plutôt que 2. Vous avez évoqué des études. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Il y a combien de ces études? Elles ont été menées où? Par qui? Si vous pouvez nous donner plus de contexte, là, c'est un changement d'ordre de grandeur quand même important. Oui, tout à fait. Les études, d'abord, sérologiques qui ont été menées par l'équipe experte de l'hôpital Sainte-Justine sont un atout considérable pour ce calcul-là. Elles nous ont révélé ces données-là. Elles nous ont été révélées là, durant le week-end. Donc, on a bien pris connaissance de ça, parlé avec les experts qui les ont menées et les autres experts qui sont mobilisés pour faire ces analyses-là, d'une part. D'autre part, également, la modélisation mathématique faite avec l'appui de l'Université Laval, d'un groupe d'études surspécialisées dans le domaine, avec l'Institut national de santé publique, ont suivi l'évolution de la courbe de cas. Et avec les hospitalisations telles qu'elles se profilent actuellement, considérant qu'il n'y a pas eu une réaugmentation des hospitalisations au cours des dernières 2 semaines, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, en particulier, qui avait été infecté. Alors, on est capable de remodéliser ce qui est arrivé en termes de nombre de cas.
Et ces données-là nous sont arrivées lundi, confirmées ce midi, où on parle pour la grande région de Montréal d'un chiffre que nous ajustons pour l'ensemble du Québec, et ça nous donne entre 2,5 et 3 millions de personnes. Donc, on progresse vers le 3 millions, et ça, c'est jusqu'à maintenant. Mais la vague n'est pas terminée. Il y aura d'autres cas, il y en a d'autres aujourd'hui. Donc, on va continuer. Et ce n'est pas un objectif d'augmenter le nombre de cas. L'objectif, c'est de les réduire. Donc, pour réduire le fardeau sur nos hôpitaux, on a toujours, comme vous l'avez entendu, exactement le même nombre aujourd'hui que ce que nous avions au pic de la vague numéro 2. Donc, on n'est pas sorti de la situation hospitalière. Ça va mieux, mais on n'est pas sorti. Donc, il faut rester prudent. Il faut rester aussi capable, comme société, d'évoluer avec le côté graduel dont on a déjà parlé. Et c'est pour ça que les mesures s'étendent encore pendant 3 semaines. En seconde? Bien, 3 semaines, 2 semaines et demie. En ce qui concerne la troisième dose, bon, il y a eu quelques questions précédemment. On a bien compris que vous invitez tous ceux qui sont admissibles à obtenir cette troisième dose-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de mettre en place une espèce de stratégie plus proactive? Parce qu'on voit les chiffres stagner depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Dans le cas de la première dose, le ministre Carman a annoncé des initiatives pour aller rejoindre les gens, pour augmenter la proportion de gens recevant une première dose. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une stratégie semblable ou enfin une stratégie adaptée pour la troisième dose spécifiquement, compte tenu qu'il reste quand même beaucoup de gens qui ne l'ont pas obtenue? Oui, l'expert. L'initiative du docteur Carman avait pour objectif, effectivement, de rejoindre des gens qui n'avaient jamais été vaccinés, mais aussi de donner des deuxièmes et des troisièmes doses. Il est certain que le nombre de personnes qui ont été infectées avec Omicron actuellement fait qu'on pense que des gens retardent la prise de rendez-vous. Mais il y a des occasions qui vont se présenter bientôt. J'en discutais avec des autorités de l'enseignement supérieur ce matin. Il y aura possibilité d'avoir des cliniques de relance au mois de mars ou après quand on aura dépassé la période des 3 mois post-infection à Omicron. Et ça sera certainement envisagé. De plus, à l'automne, il est envisagé actuellement de faire une relance avec le retour non seulement en classe, mais aussi à l'intérieur au mois d'octobre. Merci. Prochaine question. Benjamin Aubert. La Santé publique du Québec, donc, qui a fait le point sur les derniers chiffres en ce qui concerne la COVID au Québec. Alex Possonneau est avec nous, justement, là, pour faire le point sur ce qu'on vient d'entendre. Alex, j'ai l'impression qu'on est peut-être resté un petit peu sur notre faim, là, si on s'attendait à avoir un calendrier pour ce qui est du port du masque. Là-dessus, on a bien compris, oui. Donc, c'est toujours à l'étude, c'est toujours sur la table à dessin. On attend de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Oui. Mais là où il y a eu, par contre, des précisions, c'est quant au nombre de personnes qui ont été récemment infectées par le variant Omicron, parce que jusqu'à maintenant, on disait un Québécois sur 4, mais là, aujourd'hui, on a haussé ça à plus d'un Québécois sur 3. On est rendu à 35 % de la population infectée. Exactement. Récemment. 3 millions de personnes, pas mal de monde quand même, semble-t-il, ont contracté la COVID. Puis Geneviève, en quelque sorte, on vient mettre la table justement à la désescalade de l'utilisation du masque. C'est le plan dont on parle. On n'a peut-être pas eu le calendrier qu'on souhaitait, ou même que le ministre de la Santé, Christian Dubé, souhaitait. Oui, lui-même le voulait. Oui. Exact. Hier, il disait aux journalistes dans les corridors de l'Assemblée nationale, posez-leur la question, on aimerait savoir ce qui va se passer après les écoles. Parce que là, on sait qu'au primaire et au secondaire, on ne porte plus le masque en classe quand on est assis pour les élèves après la semaine de relâche. Donc, à partir du 7 mars dans la région de Montréal et dans l'ouest du Québec, et à partir du 14 mars dans les autres secteurs. Mais ce qu'on dit, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont été infectés. La campagne de vaccination s'est bien passée, puis c'est particulièrement le cas pour les jeunes, ce qui fait qu'on commence par là pour lever cette mesure. Parce qu'on dit que dans les écoles, aux primaires notamment, pour les enfants de 5 à 11 ans, il y a jusqu'à 43 % des jeunes qui ont contracté la COVID. Et on ajoute à ça le fait que la campagne de vaccination est allée quand même assez bien, peut-être plus au secondaire, mais quand même aussi aux primaires. Donc, on a l'impression que les jeunes vont peut-être moins contracter la maladie. Puis s'ils la contractent, c'est souvent moins grave, ce qui fait qu'on peut se permettre ça. Mais après, pour ce qui est du port du masque, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posaient la question, là, c'est une des dernières mesures à tomber, je vous le rappelle. Le plan de déconfinement s'en va jusqu'au 14 mars. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde le plan,
On va commencer par les endroits où on est assis, où on parle peu, pour permettre de retirer le masque. Et ensuite, on va aller vers les lieux publics. Et le dernier endroit où ça va tomber le port du masque, ce sera dans le transport en commun. Donc, essentiellement, là, c'est ça qu'on a dit pour ce plan de désescalade. Oui, et ce que le Dr Boileau disait aussi, c'est lorsqu'on lui parle de la possibilité d'une 6e vague de la COVID. Et selon lui, à court terme, là, les risques sont minces à ce niveau-là. Oui. Parce qu'on a contracté le virus, le Omicron, pour une bonne partie de la population, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres variants. On a le BA2 dont on a parlé, le sous-variant du variant Omicron. On dit que c'est moins de 5 des infections à l'heure actuelle. Donc, c'est pas particulièrement préoccupant. Puis la couverture vaccinale aussi fait l'affaire pour ce variant-là. Donc, pour l'instant, on croise les doigts, ça va bien, mais on ne sait pas ce que ça va être dans 5-6 mois, par exemple. Oui, effectivement. Et on va attendre de voir également les effets de la semaine de relâche. Mais comme disait le Dr Boileau, ça risque de ne pas être aussi dévastateur qu'en 2020, au début de la pandémie, évidemment, mais ça fait partie du risque calculé à ce point-ci. Alex Boissonneau, merci beaucoup, puis on va vous retrouver un petit peu plus tard. À plus tard, au revoir.